Nous sommes en compagnie de celui qui, bien sûr, fut le champion d'Asie des Nations avec le Japon en 2000. Et c'est évidemment le quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002 au Japon. Également champion du monde avec les moins de 20 ans japonais en 99 au Nigeria, une Coupe du Monde, en 98 avec l'Afrique du Sud. On n'oublie surtout pas qu'il fut également demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 98 avec le Burkina Faso. Sélectionneur également du Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour quelques mois en 93. On retient surtout, Philippe, que cette belle aventure mondiale a commencé en Afrique, en Côte d'Ivoire, à l'ASEC Mimosas, fin 89, où durant 3 ans, vous avez enchaîné 118 matchs sans défaite, une dynamique qui évidemment a rehaussé le niveau du football ivoirien pour déboucher sur la Coupe d'Afrique des Nations 92. Philippe Troussier, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir à vous d'abord, et puis bien sûr bonsoir à tous les auditeurs ivoiriens qui doivent bien sûr écouter cette émission. On aurait même pu ajouter que j'ai remporté la Coupe UFOA à une époque, donc ce qui revient à dire que c'était la Coupe de l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Et je me souviens qu'on disait que la Coupe UFOA, finalement, c'était une coupe qui n'avait pas trop de valeur, mais quand on regarde aujourd'hui les finalistes dans le dernier carré ou le grand carré, parce que je crois que sur le dernier quart de finale, il y avait, je crois, 7 équipes de l'Afrique de l'Ouest. On peut imaginer qu'aujourd'hui, la Coupe UFOA est équivalent à la Coupe d'Afrique, finalement. Absolument. Alors, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci surtout à M. Nasser El Fadel qui a permis, bien sûr, cette interview exclusive. Philippe Troussier, si je vous dis Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Eh bien, écoutez, ça a été ma première terre d'asile, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire mes premiers pas lorsque j'ai quitté la France en 89. Mes premiers pas, je dirais, d'entraîneur, en tout cas qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis devenu aujourd'hui. Eh bien, c'est grâce à la Côte d'Ivoire que je le dois. Ça a été ma première terre d'accueil en novembre 89. Donc, je prends en charge la SEC d'Abidjan. Et depuis ce temps, eh bien, à part une petite escarpade à l'Olympique de Marseille, il y a maintenant quelques années, eh bien, je ne suis jamais revenu dans mon propre pays. Et je suis donc devenu un entraîneur ayant connu de grands événements mondiaux, 2 Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, une Coupe d'Afrique, des Coupes d'Asie, une Copa América, plus de 200 matchs internationaux en tant que sélectionneur de 7 fédérations différentes. Donc, quand vous me dites Côte d'Ivoire, eh bien, ça a été mon premier pays d'accueil, celui qui m'a permis de devenir le sorcier blanc et puis surtout qui m'a permis de devenir un entraîneur reconnu aujourd'hui dans le monde. Philippe Troussier a coaché les 2 finalistes de cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Alors, le Burkina, le Nigeria, y a-t-il, selon vous, une différence fondamentale dans les mentalités? Oui, sans aucun doute, parce que vous avez à la fois affaire à un pays anglophone, qui est le Nigeria, un pays francophone qui est le Burkina Faso. Donc on peut penser déjà qu'il y a bien sûr une différence dans l'état d'esprit, dans l'approche du football entre ces 2 nations. Maintenant, ce sont quand même 2 nations qui sont pas très éloignées. On parle de l'Afrique de l'Ouest. Si maintenant on parle du patrimoine ou en tout cas du passé, on a vite compris que le Nigeria est une nation qui a plusieurs fois atteint le dernier carré ou voire la place finaliste en ayant même remporté à plusieurs reprises cette CAN, en ayant participé à plusieurs Coupes du Monde. Donc le Nigeria, bien sûr, possède une très grande avance sur le passé du Burkina, qui lui est une nation beaucoup plus jeune, avec effectivement qui en 88 avait pointé son nez lorsque le Burkina avait organisé sa Coupe d'Afrique à domicile. Eh bien, le Burkina Faso s'était hissé à la 4e place. Donc, il y a bien sûr de grandes différences entre les 2 nations en ce qui concerne le passé, le patrimoine et l'expérience, bien évidemment. Alors, qu'anticipez-vous par rapport au schéma tactique de ce match? Que feront, selon vous, ces 2 équipes? On commence par le Burkina et ensuite le Nigeria. Alors, même si on peut facilement décrire une grande différence entre les 2 nations sur
sur le passé et l'expérience acquise à travers les événements. On sait tous, en tant que footballeur, en tant que supporter, on sait tous que sur un match, tout est possible et qu'à partir de là, il serait difficile de donner, je dirais, le futur vainqueur. Le Burkina Faso, qui est lui actuellement dans une dynamique de confiance acquise bien évidemment par les performances, et je dirais d'autant plus que la dernière performance contre le Ghana a un double avantage. C'est d'abord bien sûr d'avoir été qualifié sur le terrain, mais on sait ce qui s'est passé au cours de ce match. Tous les événements étaient contraires, en tout cas par rapport aux décisions qui ont été prises par l'arbitrage. Et à l'arrivée, le match a été gagné par le Burkina Faso. Donc on peut penser qu'ils ont actuellement, ils sont protégés par une petite étoile, par un ange gardien, qui fait que grâce à cette dynamique, eh bien, on peut penser qu'ils peuvent très bien gagner cette Coupe d'Afrique. J'ai envie de parler de cette équipe Burkina Faso qui, moi, personnellement, m'a inspiré le courage, la détermination de cette équipe qui a inspiré tout le continent. L'énergie était exceptionnelle. Alors, comment vous vous sentiez lors de ce match où l'arbitrage, selon moi, était scandaleux? Oui, c'est un grand mot, scandaleux, mais quand on revoit les images, on peut imaginer effectivement que, en tout cas du côté burkinabé, je pense qu'ils ont dû ressentir comme un coup porté effectivement très important. Quand on voit le penalty accordé par le Ghana avec cette charge dans les airs qui semble correcte, quand on voit d'ailleurs ce premier penalty qui est accordé au Ghana, quand on voit ensuite le but qui est refusé au Burkina, un but important qui pouvait qualifier directement l'équipe du Burkina Faso, donc une décision d'arbitrage qui encore là peut être éventuellement discutable. Mais je pense que la grossière erreur de l'arbitrage, c'est d'avoir refusé ce penalty à Pitroipa et en plus de lui avoir infligé un carton jaune synonyme d'éviction puisqu'il venait d'avoir un deuxième carton et pour soi-disant une simulation. Donc là, effectivement, on peut parler de scandale d'arbitrage et on aurait pu penser même qu'avec cette sortie à 10, le Burkina se retrouvant à 10, on aurait même pu imaginer que le Burkina aurait pu se faire éliminer un peu contre le cours du jeu. Absolument. Donc il a fallu cette série de pénaltys finalement pour permettre au Burkina de se qualifier. Et cette belle victoire, elle est complètement méritée, en tout cas sur le match. On a vu une équipe du Burkina Faso très dynamique, très bien en jambes, comme vous le disiez, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de détermination, mais ne pas oublier également carrément la qualité, le talent de ces joueurs burkinabés qui depuis maintenant de nombreuses années s'exportent à l'étranger. La plupart des joueurs maintenant évoluent dans des clubs européens, avec bien sûr des joueurs clés comme peut l'être Pitroipa qui joue à Rennes, comme peut l'être aussi Charles Caboret qui joue à l'Olympique de Marseille, sans oublier l'attaquant Bansé qui a fait une excellente demi-finale. Donc ce sont des joueurs qui sont armés, une équipe qui est armée pour créer éventuellement une belle surprise dimanche. Je vous rappelle, amis auditeurs, que nous sommes en compagnie de celui qui, en 1998, permettait au Burkina d'atteindre les demi-finales lors de la CAN 98, encore une fois, M. Philippe Troussier. Alors, je suis sûr que vous avez observé les matchs de la Côte d'Ivoire, très certainement, et que vous, l'Ivoirien, Philippe Troussier, qu'en pensez-vous? Alors, bien évidemment, on a tendance un petit peu à juger le résultat sur le tableau d'affichage. Et donc à partir de là, on peut imaginer que le fait que les éléphants se sont arrêtés au stade des quarts de finale, on peut imaginer que c'est un échec. C'est d'autant plus un échec que l'on attendait la victoire finale de la part des éléphants. Cette victoire qui n'est pas venue depuis 1992. Et bien évidemment une victoire que l'on attendait d'autant plus que la génération actuelle est une génération qui est peut-être la plus belle génération que la Côte d'Ivoire n'ait jamais eue. Et ça, je le dis en regard des nombreux joueurs ivoiriens qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Et donc, on pouvait imaginer que l'association de cette qualité de joueurs, de ces joueurs aussi talentueux, on pouvait imaginer que la Côte d'Ivoire était bien sûr le grand favori, mais la Côte d'Ivoire est déjà le grand favori depuis de nombreuses années. Tout à fait. Et malheureusement, ça s'est arrêté en quart de finale.
Mais quand on regarde le parcours, bon, un premier tour relativement facile, puisque au bout du deuxième match, après la victoire contre la Tunisie, eh bien la Côte d'Ivoire était vainqueur, était déjà qualifié. Et même le match contre l'Algérie était un match qui a permis à Lamouchi, l'entraîneur, de faire tourner un peu son effectif, en tout cas à permettre à Didier Drogba et à Kolo Touré de jouer, donc de faire tourner son effectif. Et puis bon, cette défaite contre le Nigeria, une défaite qui finalement peut s'avérer plus ou moins logique quand on voit que le Nigeria a atteint la place de finaliste. Alors bien sûr, on va juger la Côte d'Ivoire sur cette défaite, mais il ne faut pas quand même oublier que dans tout match de football, il faut un vainqueur. Absolument. Ça s'est joué à peu de choses, ça s'est joué peut-être à un peu de fraîcheur, peut-être un peu grâce à la jeunesse, à l'enthousiasme qu'affiche actuellement le Nigeria. Et donc on est peut-être sûrement très déçu du côté de la Côte d'Ivoire, mais en même temps ça s'est joué à très peu de choses et malheureusement cette peu de choses a tendance un petit peu à faire douter peut-être le pays, la Côte d'Ivoire, qui attendait un peu mieux. Alors, vos nombreux admirateurs en Afrique aimeraient savoir quel défi, challenge vous envisagez, les défis que vous envisagez relever en Chine, où vous êtes actuellement. Vous savez, j'ai décidé de travailler en Chine depuis 2 ans parce que c'était un continent, enfin c'était un pays que je ne connaissais pas. Et donc j'ai la charge de m'occuper dans le sud de la Chine d'un grand projet d'éducation, de formation, où mon rôle est de mettre en place, je dirais, les bases fondamentales d'éducation, de formation des footballeurs chinois. Et donc mon rôle, c'est de manager tout un département avec à la tête une équipe, le Shenzhen Rugby FC, qui est un club de 2e division, qui a pour objectif, bien sûr, de monter en première division. Mais moi, j'ai une responsabilité beaucoup plus de management, avec bien sûr tout un ensemble d'actions qui sont liées à la formation et puis à la pratique du football, dans un pays bien sûr très déficitaire en termes de connaissances, en termes d'expérience. Et donc c'est une expérience qui me plaît beaucoup. Et voilà, donc je suis là aujourd'hui, et puis voilà, et je continue ma route. À quand le retour en Afrique? J'ai souvent plusieurs possibilités pour revenir en Afrique, mais bon, c'est une hypothèse que je ne veux pas mettre de côté. Il arrivera sûrement un jour où j'aurai une opportunité. J'avais été d'ailleurs en discussion avec la Côte d'Ivoire lors du Mondial 2010. Absolument. Avec une décision qui avait été prise du côté de Steve Erickson. Mais j'avais été longtemps en relation avec Sidi Diallo. Et il était question éventuellement que je puisse assurer la préparation des éléphants pour le monde. Mais oui, pourquoi pas, un retour en Afrique, c'est quelque chose que j'imagine également. Mais sachez que l'on vous aime par ici. Oui, mais je le sais, et ce sera toujours un grand plaisir, et j'espère, parce que la victoire en 92, c'est une victoire où je me sens bien sûr très près, parce que je faisais partie du paysage ivoirien, j'entraînais la SEC d'Abidjan, et on savait qu'à l'époque, combien a joué le rôle de l'Africa Sport et de la SEC d'Abidjan sur les exploits et les performances de l'équipe nationale de l'époque. Je vais aller plus loin en disant que vous avez absolument votre ombre sur cette victoire en 92, car permettez-moi de vous dire que quand je pense à Samabo Dominique, quand je pense à Abdoulaye Traoré, Ben Badi, quand je pense aux joueurs de la SEC qui étaient, on avait bien sûr Serge Magui de l'Africa et autres, mais c'était Akakwame, Basile, comment ne pas Gadji Seli Saint-Joseph, c'était pratiquement cette équipe de la SEC d'Abidjan. Donc il y avait une base qu'on retrouve avec par exemple d'autres nations qui ont participé à cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et j'ai l'impression que cela est hyper important et que tout le monde devra à présent noter. Il faut une base, j'ai l'impression, et à partir de là ajouter quelques éléments extérieurs, mais le plus important, c'est qu'il y ait déjà une certaine harmonie, une base, une fondation pour que, j'imagine, tout se passe
plus facilement quand on est en compétition parce qu'il y a des automatismes déjà qui existent. Absolument. Donc, Absolument. écoutez, c'est votre victoire à vous également, hein, c'est clair. Alors, vous savez, je suis entré à Abidjan il n'y a pas longtemps également et je me rappelle bien quand j'allais au stade, il y avait Philippe Troussier, il y avait un ASEC Africa, c'était majeur, c'était énorme. Il fallait aller au stade à 5 heures ou 4 heures du matin pour pouvoir y entrer. Je me souviens. Alors, si je vous dis, Philippe, qu'il n'y a plus personne dans les stades, même lors d'un derby ASEC Africa, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est difficile à croire. Ben, j'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à l'imaginer parce que effectivement, moi j'ai eu la chance donc à cette époque, dans les années 90, de connaître cet engouement. On disait qu'à l'ASEC d'Abidjan, il y avait 15 millions de supporters. Oh oui. Bien évidemment, il n'y en avait que quelques milliers qui pouvaient venir au stade. Mais j'ai pu constater, pour avoir voyagé dans tout le continent, dans toute l'Afrique, et surtout dans tous les départements de la Côte d'Ivoire, de constater qu'effectivement, il y avait des actionnaires, comme on les appelait à l'époque. Oh oui. Et c'était extraordinaire de voir cet engouement, cette adhésion qu'il y avait autour du maillot jaune et noir. Et aujourd'hui, vous me dites que cet engouement-là n'existe plus. J'ai presque du mal à le croire. Mais quelque part, il ne demande qu'à être réveillé. Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, on est Africa ou on est ASEC. Absolument. Et je pense que ça n'a pas dû bouger. Simplement, peut-être que c'est enfoui dans les cœurs de chacun. Et que pour différentes raisons, peut-être les gens n'expriment peut-être plus le fait d'aller au stade, mais je suis convaincu qu'ils ont toujours dans leur cœur. D'ailleurs, je rencontre souvent des Ivoiriens à Paris et je trouve qu'il existe toujours dans chacun ce même engouement. Alors, je peux vous dire que c'est réel, cet engouement existe, on en parle d'ailleurs. Alors, à votre avis, que faut-il faire face à cette invraisemblable situation? Mais malheureusement, on ne sait pas trop. Vous savez, c'est l'évolution du monde. Aujourd'hui, on est dans un monde de télécommunications. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de sortir de chez soi pour observer, pour collecter des informations, éventuellement pour voir des matchs de football. Aujourd'hui, les centres d'intérêt ont été complètement modifiés. Et le phénomène qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, je pense qu'on le retrouve dans différents pays de ce monde d'aujourd'hui. Un monde complètement différent où les gens ont tendance un petit peu à se recentrer sur eux-mêmes. La notion de partage, la notion de se retrouver en groupe n'existe moins. On trouve son plaisir différemment. Et je suis convaincu que les problèmes liés au rassemblement autour du terrain de football ont été modifiés. La notion de favori, qu'en pense Philippe Troussier? Alors, il y a toujours une notion de favori qui est liée au banc d'essai. C'est-à-dire qu'on a tendance un petit peu à déterminer les forces en présence, l'expérience en présence, et automatiquement, sur le papier, on a tendance à donner un avantage à une équipe plus qu'à une autre. Mais le football ne se pratique pas sur le papier. On sait que ça se passe sur le terrain. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs avec de la détermination, avec un scénario de jeu qui peut être perturbé dès l'entrée de match. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il peut y avoir une blessure, il peut y avoir un but que l'on prend d'entrée, il peut y avoir une décision d'arbitre qui modifie éventuellement les plans. Et donc le match s'écrit en direct, en live. On a beau le prévoir, les entraîneurs, les joueurs ont tendance à prévoir un petit peu ce qui va se passer, mais il y a des choses qui arrivent et qui sont un petit peu indépendamment de notre volonté. Et ensuite, il faut arriver à manager le match en direct. Mais c'est vrai que si on devait faire un banc d'essai, on imagine que le Nigeria possède une avance sur son passé, sur son expérience, et puis peut-être aussi sur sa jeunesse. C'est une équipe qui a été largement modifiée. On voit une équipe aujourd'hui avec une moyenne d'âge de moins de 23-24 ans, qui sont aussi dans une très bonne dynamique, mais qui auront un match qui ne sera pas facile parce que battre le Burkina Faso, ça ne sera pas considéré comme un exploit du côté du Nigeria. Du côté du Nigeria, on pense que c'est une victoire qui doit absolument arriver. Alors, on sait très bien que lorsqu'on est en position avec l'obligation de gagner compte tenu de son adversaire, on sait que ça peut créer une pression. Alors que le Burkina Faso n'a rien à perdre dans cette histoire, et on peut penser que cette dynamique, justement, peut leur permettre de créer une surprise.
Je vous rappelle encore une fois que nous sommes en compagnie de Philippe Troussier, qui bien sûr a pu enchaîner 118 matchs sans défaite et exclusivement il a accepté bien sûr de répondre à certaines de nos questions. Philippe Troussier en retour en Côte d'Ivoire, moi ça me fait rêver. Je vous remercie. Non mais sérieux, et je vous dis en ce moment dans la ville, c'est comme on dit, on a créé le buzz et on vous remercie infiniment. Est-ce qu'il y a un message particulier que Philippe Troussier a pour l'ensemble, j'imagine, des actionnaires, des supporters de l'Africa Sport, du Stade d'Abidjan, du Stella, des Ivoiriens tout court et des Ivoiriennes qui écoutent en ce moment? Bien, c'est un message je dirais d'un enfant de Côte d'Ivoire, parce que, je le répète, je suis arrivé, ma première expérience, je dirais, d'entraîneur, de vrai entraîneur. J'ai acquis cette expérience en Côte d'Ivoire. C'est le premier pays qui m'a accueilli, qui m'a permis de me donner toutes les meilleures conditions pour que je puisse exercer mon travail du mieux possible. J'ai eu la chance de tomber dans un bon club. J'ai eu la chance aussi d'avoir un opposant qui était l'Africa, qui nous a obligés à chaque entraînement, à chaque match, d'être au meilleur de soi-même, parce que le succès, il ne vient pas seul. Le succès, il vient bien sûr avec le travail que l'on y fait, mais il vient surtout avec les oppositions. Et nous avions la chance à cette époque d'avoir une opposition de grande renommée, qui était l'Africa Sport National. Et donc, j'ai vécu sûrement les meilleurs moments de ma vie, puisque tout était nouveau pour moi. Je découvrais un pays étranger, je découvrais un football complètement différent, je découvrais un engouement, un enthousiasme que finalement je n'ai jamais retrouvé ensuite, parce que quand on parle des actionnaires, eh bien c'est quelque chose de très très fort. Alors mon message, ce serait de dire que je ne vous ai jamais oublié, que je ne vous oublie pas. Quelque part, je me sens très attaché à la Côte d'Ivoire, parce que j'ai eu l'honneur par feu Houphouët-Boigny d'avoir la nationalité ivoirienne. Alors bien sûr, c'est une nationalité qui est beaucoup plus symbolique, mais qui est à la fois une preuve d'amour de ce pays d'accueil qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et je suis fier d'avoir été justement nommé comme un vrai citoyen ivoirien. Et aujourd'hui, je suis pas en Côte d'Ivoire, parce que je continue à exercer mon métier dans tout le monde, mais j'essaye de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. J'essaye de donner de très bonnes informations partout où je passe sur la Côte d'Ivoire. Alors, je souhaite à tous les Ivoiriens, à tous les amoureux du foot, eh bien, à l'occasion je dirais, de cette nouvelle année qui est déjà bien commencée, puisque nous sommes en février, mais je pense qu'il n'est pas trop tard de vous souhaiter l'unité, la paix, la prospérité. Ben écoutez, c'était un grand plaisir, Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Et sachez évidemment que on vous porte dans nos cœurs et que nous savons que jamais vous avez quitté la Côte d'Ivoire, car en fait, vous êtes avec nous et vous le serez toujours. C'est un plaisir, Philippe Troussier. Bonsoir. Merci, bonsoir. Hey, avec mon ami Mohamed, c'est toute la musique qui réconforte, comme un rayon de soleil après la pluie. Hey, les amants poétiques. Si je savais ça, je l'adore. Si je savais ça, si Madilo avait su quoi? Si je savais que je devrais rencontrer Mohamed du Diallo, par exemple. C'est l'étoile du berger, gabarit hors norme. Mohamed Diallo.